Midi, 7 minutes sur Radio Tunis, chaîne internationale. J'ai le plaisir d'accueillir Youssouf Aklout. Bonjour Youssouf. Bonjour. Alors on rappelle Youssouf Aklout, c'est un skipper qui a participé à 2 Jeux Olympiques, Londres et Tokyo. Ouais, exact. À Londres en plus, tu avais quel âge à l'époque ? 20 ans. 20 ans, d'accord. Ouais. Et puis cette année, pour c'était pour le laser, c'est ça ? Ouais, pour le dériveur laser. Pour les dérives, voilà. Et puis Youssouf Aklout qui aussi a fait une première mondiale en traversant la Méditerranée avec son laser, son dériveur laser, sans repos, sans assistance, pendant 17h30, c'est ça ? Ouais, 34. 17h34 minutes. Et 28 secondes. C'est-à-dire, il a traversé beaucoup plus vite qu'un car ferry, beaucoup plus vite que le cartage, qui met entre 21h et 22h pour traverser la Méditerranée. Ouais. Ouais, et puis Youssouf Aklout qui a inauguré une nouvelle manière de harqa. Voilà, maintenant on sait qu'on peut le faire avec un petit flotteur laser. Ouais. Bon, c'est pas une harqa. Vous avez fait allusion à Carthage, mais Carthage, je pense qu'il fait Marseille. Il fait Marseille, Tunis, Ouais. Marseille, ouais. Bon, moi j'ai choisi le chemin le plus court. C'est Hawaré à Mazara. D'accord. C'est le chemin le plus court pour relier 2 continents, de terre ferme à terre ferme. D'accord. Alors, Ouais. comment est venue cette idée ? Bon, tout début, ça a toujours été un rêve de voir ce qu'il y avait à l'autre bout de l'horizon, on peut dire. Et depuis tout petit, je me suis dit que j'allais le faire et je l'ai réalisé. Donc, ça aurait pu être très dangereux, mais le fait que je connais bien le bateau et j'ai passé des milliers d'heures sur le bateau m'a donné confiance et je me suis dit je connais très bien le bateau, j'ai navigué dans des tempêtes et tout, pourquoi pas avoir peur, tu vois. Alors, quand on dit sans repos, ok, mais sans assistance, il n'y a même pas un petit bateau derrière qui suit Sans assistance, c'est sans assistance directe, donc j'ai pas été touché. D'accord. Mais faut bien expliquer aux gens qui pensent à Al-Harqa que j'avais déjà un bateau militaire avec moi, D'accord. un patrouilleur. J'avais un voilier de 14 mètres qui était pas loin et il y avait un semi-rigide, un Zodiac de 9 mètres qui était pas loin aussi. Donc faut bien mettre ça au clair. Parce qu'on ne sait jamais en fait. Voilà. Oui, on sait jamais. Le patrouilleur, le patrouilleur militaire, il pouvait contacter un hélico pour une évacuation rapide s'il y a quelque chose. Problème, et il a contacté aussi les cargos parce que vous savez bien que le canal de Sicile, c'est l'autoroute des cargos. Donc il y a des cargos qui filent à 40 nœuds, ce qui est égal à 90 km/h. Ouais. Donc ça pourrait être très 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 dangereux. Donc un grand merci au ministère de la Défense qui nous a qui vous a aidé, qui nous a aidé. L'assistance, ouais, parce que bon, d'un autre côté, il faut rappeler que sur ton laser, il y a ni radar ni rien du tout, quoi. Non, c'est le vraiment... laser, c'est un bateau très 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 simple. C'est ce qu'on dit en tunisien, on dit shraf, c'est ça, hein, c'est ça ? C'est même pas un shraf. C'est une barque de 4 mètres qui n'est pas habitable, qui tient à peine debout, on peut dire, parce que si tu lâches le bateau seul, il chavire directement. D'accord. Donc il faut vraiment être là, pour l'équilibre, pour ne pas chavirer. Donc il faut vraiment pas dormir, quoi, quelque part. Il faut vraiment te réveiller pendant du tout. C'est même pas confortable en plus. Il n'y a même pas 40 ou 30 cm où mettre les pieds. Et c'est tout. D'accord. Ouais, donc on imagine là la difficulté déjà. Oui, c'était très très dur. En plus,
si les gens ils voient sur internet la position qu'on a sur le laser, c'est loin d'être confortable. Tu es toujours au gainage avec une tension dans les muscles. Si tu rentres à l'intérieur du bateau, il y a la force du vent qui fait que le bateau chavire. Donc il faut être toujours au rappel, on dit ça, c'est un mot technique. Et c'est très très dur. Et je pense que ce qui m'a aidé psychologiquement pour arriver à Mazara, c'est le fait que vous savez bien que la traversée va aider à collecter des fonds pour l'association Wallah Weekend. D'accord. Donc franchement, après 12 heures ou 11 heures, le moral il est à zéro, on n'a plus de force, on se dit je vais où, tu vois, je vois même pas la terre autour. Ouais, c'est pendant la nuit en plus. Hein. Oui, on est sorti à 4h du matin et on est arrivé à 10h30. D'accord. Et juste, ouais, voilà. Donc, c'est un petit bateau, 17h30 de traversée, pas de force. Tu as pris de la nourriture, il faut prendre de la nourriture, il faut boire. Bien sûr. J'ai bu 8 litres et demi d'eau. 8 litres et demi d'eau. Pendant le trajet. Quand je vous ai parlé de pas d'assistance directe, il m'envoyait les bouteilles d'eau, il les jetait à l'eau et il y avait le sac de nourriture, il me le passait par une comment dire comme une canne à pêche en oui, fait, voilà. Une perche. Et moi je récupérais. D'accord. Et donc c'était dur. Youssef Akrout, tu es habitué à faire de la compétition dans des... donc tu es habitué à ce bateau, tu as des milliers d'heures de navigation, hein. Mais les conditions de la compétition, j'imagine c'est pas les mêmes conditions qu'en haute mer. Non, du tout pas. Du tout pas. Tu n'es jamais allé aussi loin avec ton bateau, en fait. Non, non, jamais. Déjà, faut savoir que je suis le premier à traverser une mer en reliant 2 continents avec un aussi petit bateau. D'accord. Jamais personne ne l'a déjà fait. Donc ça, c'est quelque chose dont je suis très fier. Et comme vous le voyez bien, il y a les journaux internationaux, il y a les télés, il y a Al Jazeera, il y a France 2, France 3, il y a eu l'agence France Presse qui nous a suivis pendant tout le trajet, ils ont filmé et tout. Et c'est dommage que les chaînes nationales, elles sont absentes. Aucune... carrément. Oui, carrément. El Ouattani n'a même pas parlé de la traversée, de l'événement. Il n'y a que les radios qui m'ont invité. Quand je vois la télé, je vois, excusez le mot, les conneries qu'il y a sur les plateaux et tout. Je me dis, franchement, ils veulent que les gens voient que du négatif. Et là, il y a quelque chose de positif, quelque chose dont tous les Tunisiens doivent être fiers. Et ils ne font même pas l'effort de parler de ça. C'est dommage. Donc on rappelle, tu es le premier à avoir utilisé, à traverser, à relier 2 continents avec un bateau pareil. Oui, un bateau qui n'est pas habitable de 4 mètres et un bateau olympique. À être allé aussi loin en fait, avoir traversé avec à des profondeurs. Oui, c'est... les gens ils partent de la Tunisie à Pantelleria, c'est des îles, mais moi je suis parti d'un continent à l'autre. D'accord. J'ai pu changer. Et vous savez bien qu'en Italie, j'étais très très bien reçu. Il y avait une cérémonie, il y avait les journalistes et tout. Et même la chaîne nationale italienne en a parlé. Il y a les International Sailing Federation, la fédération internationale de voile, qui a fait de ça un très très grand événement. Et je suis toujours aussi déçu franchement, hein, je me suis dit que c'est un événement extraordinaire, c'est un pas énorme que l'humanité a fait. Et bon, voilà. Bah on est là pour en parler au moins. Oui, merci. On est là. Franchement, c'est très gentil de ta part. Youssef Akrout, d'accord, donc on rappelle cet événement, cette traversée avec un simple petit laser sans repos et sans assistance entre 2 continents en 17h34 minutes. Écoute, ce qu'on va faire, on va marquer une petite pause musicale là et puis on va revenir sur cette traversée parce que je veux en savoir plus.
Midi 20 sur Radio Tunis, chaîne internationale, c'est autour de midi. Notre invité, c'est Youssouf Akrout, skipper tunisien, premier skipper à avoir rallié sur un dériveur olympique de type laser sans repos et sans assistance 2 continents en 17h34. Ça s'est passé le 24 octobre dernier. Youssouf Akrout, déjà, tout à l'heure vous avez dit que cette traversée était là pour aider Walla Weekend. Oui, l'association. L'association, Lotfi Hamadi et tous les membres de Walla Weekend. Mais comment est-ce que le fait de faire cette traversée, comment est-ce que vous l'avez aidé en fait? Je savais que cette traversée allait faire du bruit à l'international et sur le plan national aussi. Et je me suis dit, c'est une très belle occasion de faire... pour qu'une société déjà elle s'associe à cet événement et aussi pour faire connaître l'association au public tunisien. Et je me suis dit, vu que je suis ambassadeur de l'association et j'étais très 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 touché par ce qu'endurent nos étudiants dans les lycées et dans les internats à l'intérieur du pays, je me suis dit que si je peux les aider, c'est maintenant. Et l'argent qu'on va collecter, il y aura une partie qui partira à l'association. D'accord. Et combien ça a coûté ce challenge en fait? Ça a coûté. Ouais. En ce gros, que j'ai dépensé. En gros, oui, c'est-à-dire combien ça a coûté? Ça a coûté dans les 5000 dinars. Carrément. Ouais. Pourquoi? Parce que le laser, c'était un nouveau laser déjà? Oui, la fédération, on la remercie, elle nous a fourni le bateau. Il y a Let's Go Sailing Tunisia qui nous a fourni un voilier. D'accord. Et on a eu un bateau semi-rigide qu'on a loué. Et il y a des dépenses un peu partout qui ont... D'accord, et combien est-ce que vous envisagez de revenus? C'est-à-dire, en gros, combien va recevoir Walla Weekend pour ça? Elle va recevoir la moitié, elle va recevoir 3500 dinars. D'accord. On n'a pas récolté grand-chose, mais vu ce qu'on a dépensé, vu les revenus et tout, c'est la moitié. C'est bien. Ouais. C'est bien. C'est mieux que rien, je me dis que... Rien, au moins, c'est une opération qui sera pas à perte, quoi. Ouais. Oui, voilà, et c'est le mieux que je peux faire, hein, en tant que jeune, en tant que sportif, en tant que... J'ai traversé la mer pour ces jeunes-là, et ça, je trouve que... Je suis fier de ce que j'ai fait. Y a de quoi l'être. Hein. Oui, voilà. Alors, maintenant, parlons un petit peu des Jeux Olympiques. On sait que tu as participé aux JO à Londres et puis à Rio. Ouais. À Londres, on s'est dit, Youssouf Akrout, quand même, découvre la compétition, découvre les Jeux Olympiques et tout. Et puis, peut-être qu'à Rio, il va pouvoir faire quelque chose d'un peu mieux. Ouais. Mais non. Ouais. Rio, c'était une déception. Franchement, quand j'ai vu les résultats que j'avais fait... en 2016 et en 2015, je m'attendais à une medal race, à course aux médailles, un top 10, un truc du genre. Mais il faut se mettre à l'évidence, les moyens, dans le sport, les moyens font très souvent la différence. Parce que quand je vois les gens qui ont fait de Rio leur deuxième maison, ils ont passé 4 ans à naviguer dans les eaux de Rio et à connaître le vent, à connaître les courants surtout. Et moi qui ai fait que 2 ou 3 semaines juste avant la régate, je me dis que quand on voit combien ça coûte un mois à Rio, avec la location du bateau, avec la location de la maison et tout, c'est dans les 40 000 dinars par mois. Donc ce qui me bouffe le budget presque annuel que j'ai. Donc voilà. Donc on peut pas tout avoir. Je suis fier de ce que j'ai fait en 2016, l'année d'avant. Je fais partie des 20 meilleurs navigateurs en laser au monde et je suis très très loin des 5 premiers. Non,
Je veux dire, je suis le meilleur navigateur arabe et de la région qui a pu accéder au top 20 mondial avec des ressources et des moyens comme ça. Et, et voilà. Est-ce que en fait déjà, parlant, est-ce que les bateaux ce sont les mêmes pour tout le monde en fait? Oui, les bateaux sont les mêmes pour tout le monde, mais c'est une monotypie. Mais les bateaux qu'on a eu, bon, le bateau avec lequel je me suis qualifié en 2014, c'était un bateau qui était âgé de 13 ans. D'accord. C'était un bateau des Jeux méditerranéens de 2001. Donc je me suis qualifié parmi les 12 meilleurs au monde avec un bateau qui était âgé de 13 ans et avec des gens qui dévalaient leur bateau de Carrément. l'usine. Ouais. Ouais. Donc franchement, c'est les moyens Est-ce que c'est le même bateau avec lequel tu as participé à Rio? Non, non. À Rio, tous les bateaux ils étaient les mêmes, mais ce qui a fait la différence à Rio, c'est la connaissance du plan d'eau. Et vous savez que les entraîneurs, ils ont des ordinateurs de bord sur leur bateau et ils savent très bien que le courant, il vient de cette direction-là, dans cet endroit-là, il vient de cette direction-là, dans cet endroit-là et tout. Donc ça, c'est des informations que j'ai pas reçues, c'est très très difficile de les avoir si on n'a pas les moyens technologiques. Donc ça, vous savez que les détails font la différence. C'est les détails qui font la différence en niveau. Et quel détail, hein, quand Oui, on sait exactement le courant où est-ce qu'il va. Qu'il y a un nœud, vous avez un nœud de différence entre 200 mètres à gauche et 100 mètres à droite. Donc c'est voilà. C'est les moyens qui ont fait la différence à Rio. Et comment faire pour avoir ces moyens? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ces moyens? Parce qu'on n'a pas les moyens. Pourquoi? Est-ce pas, que c'est des moyens qui coûtent très cher? Parce que bon, une médaille, ça a un coût. Hein, oui, voilà, c'est un clair. investissement de l'État. Et l'État, je pense que il n'était pas très intéressé par une médaille à Rio en voile. Ouais. Je n'ai reçu de funding, on peut dire, qu'un an avant les Jeux. Et c'est trop tard. Les gens, ils préparent aux Jeux 4 ans, 5 ans, 6 ans avant. Mais c'est un problème de quoi ça? C'est un problème de la fédération de voile qui n'arrive pas à avoir suffisamment de sponsors, qui n'arrive pas à se battre pour avoir les fonds. Si, elle s'est battue, la fédération, pour avoir des fonds. Déjà, quand on voit 4 ans avant ce qu'était le budget et ce qu'est maintenant, on peut être content. Mais donc la fédération de voile... C'est une stratégie du ministère, je pense. Le CNOT, c'est le Comité national olympique qui n'a pas mis aussi suffisamment de moyens sur Youssef Akhlout et sur vous étiez deux en fait. Oui, et Inès Mouati, oui. Ouais. Et il y avait aussi Hedi Gharbi et Rihab Hamimi qui étaient en Accra. D'accord. Bon, déjà quand on voit en 2004 on se qualifiait à peine aux Jeux. En 2008 on n'était pas aux Jeux. En 2012 j'étais seul aux Jeux et là on est 4 aux Jeux. Donc il y a une évolution. Et le ministère doit revoir, je pense, les priorités du budget. Et tout. Est-ce que vous pouvez, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez vous faire sponsoriser? Est-ce que vous pouvez mettre une marque sur votre bateau ou non au niveau de la compétition? Oui, j'ai déjà GAT Assurance et Citroën. Mais apparemment, c'est pas suffisamment d'argent. Merci pour la pub. Hein. Ils passeront à la caisse à la fin de l'émission. Ils devraient être contents. Mais est-ce que c'est de l'argent suffisant ou insuffisant pour pouvoir justement avoir cet ordinateur de bord en fait? Ce n'est jamais... Ça coûte combien? Dans les 40 000 euros. 40 000 euros. C'est 100 000 dinars à peu près. Mais attends, 40 000 euros, c'est quelque chose qui est réutilisable aussi. C'est réutilisable aussi pour Inès, réutilisable aussi pour les autres, ou c'est uniquement sur ton bateau et c'est tout? Non, c'est sur le bateau du coach. Sur le bateau du coach. Oui. Ouais, donc si on sait qu'on a 4 compétiteurs, donc ça vient, c'est 10 000 euros par. Vous savez, ça se limite pas à ça. Hein. Comme je vous ai dit, un mois à Rio pourrait nous coûter dans les 40-50 000 dinars par mois pour une seule personne. Donc là déjà, je pense que le peuple il serait pas content je pense que c'est l'argent du contribuable aussi. J'ai toujours pensé à ça et
Et j'ai toujours voulu limiter, on va dire, le coût de mes déplacements. Oui, mais parce que si on réfléchit avec cette mentalité, Youssef Aklout, c'est très bien. Ouais. Mais si on réfléchit aussi avec cette mentalité et qu'on se dit le peuple, vous savez ce qu'il va vous dire le peuple? Qu'est-ce que vous êtes parti faire à Rio? Vous êtes arrivé, vous êtes parti, vous n'avez même pas de médaille, vous n'avez aucune Ouais. chance de médaille, alors pourquoi y aller? Parce que là, vous êtes en train de Ouais. dépenser l'argent du peuple. Bon, C'est ça aussi. si on veut hein. vraiment dépenser, ça sera des milliards, des milliards Hmm. pour être au même niveau, pour avoir les mêmes moyens que ce que je sais pas, un Britannique ou un Français. Moi, je me rappelle que j'avais 20 000 dinars de budget par an. Ce que dépensent mes adversaires dans une régate, dans une seule régate. Carrément. Ce que j'avais. Donc, je partais souvent sans entraîneur. J'avais une petite tactique que je fais, c'est ramener des amis de l'étranger, leur payer, les héberger chez moi, leur fournir un bateau gratuitement et tout. Et que lorsque je pars chez eux, j'ai le même. J'ai les mêmes faveurs que j'ai données ici, je les ai chez eux. Donc ouais. là, je limite beaucoup les dépenses. Et C'est j'ai malin, survécu. Oui, j'ai survécu comme ça pendant des années. Donc, mais bon, quand je vois que l'argent qui est dépensé dans d'autres sports, je me dis, bon, c'est comme je vous ai dit, c'est une stratégie du ministère et c'est Oui. une volonté politique. Parce que je suis sûr qu'avec l'équivalent du salaire d'un joueur de foot du club africain Haut de l'Espérance, tu as de quoi avoir une Ferrari au niveau de tes, Oui, voilà. au niveau de ta régate, quoi. Tu Ouais. peux te payer tout ce que tu veux Oui, à ce moment-là. oui. Quand je vois, j'ai remporté le championnat arabe 6 fois de suite, le championnat d'Afrique 3 fois de suite. Je suis vice-champion d'Europe 2 fois. J'ai pris la meilleure performance en mondial en 2012. Je me suis qualifié au jeu 2 fois et 2 fois avec les meilleurs, avec les 12 meilleurs au monde. Et bon, je suis pas là pour Ouais. mais Non, bon, mais- je trouve qu'il y a un peu d'injustice à ce niveau-là. Voilà, exactement. Il y a de l'injustice, ça c'est clair. Vous écoutez Radio Tunis chaîne internationale. Je vous rappelle que notre invité, c'est Youssef Aklout. On parle de voile aujourd'hui. « 12h35, vous écoutez Radio Tunis chaîne internationale. Notre invité, c'est Youssef Aklout, le skipper qui vient de faire la première mondiale en traversant la Méditerranée avec un dériveur olympique de type laser, sans repos et sans assistance. Hein. Quelque part, tu es un moujed, quelque part. Si je comprends bien, parce que bon, y aller comme ça avec vraiment zéro moyen, traverser en plus la Méditerranée en 17 heures avec un tout petit bateau comme celui-là, ça doit te donner une motivation incroyable. Oui, franchement, j'ai toujours voulu, comment dire, rappeler aux gens l'importance de ce qu'est la voile en Tunisie, parce que vous connaissez bien les Phéniciens, ils sont venus par la voie de la mer, en voile. Il y avait, avant Rome, elle demandait la permission de Carthage pour mettre les bateaux sur l'eau. Et donc, on dominait la Méditerranée en voile, et vous savez aussi les frères Barbaros qui laissaient passer personne devant la Tunisie. Donc, je pense qu'avec cet événement, on a pu rappeler aux gens que les Tunisiens, ils étaient des voileux avant tout et des gens de mer.
Oui, mais malheureusement, c'est-à-dire que d'ailleurs, j'aimerais bien inviter un de ces quatre, le président de la Fédération tunisienne de la voile, hein, s'il nous écoute, l'invitation est ouverte. Quand on voit un exploit comme le tien, déjà c'est un exploit d'être allé 2 fois aux Jeux Olympiques et en plus de ça, de faire cette traversée. Maintenant, je me dis, peut-être qu'il y a une stratégie à mettre en place pour pouvoir développer la voile en Tunisie, développer les écoles, mais surtout, te donner les moyens. Parce que bon, raconte-moi ce que tu me disais hors antenne, ton anecdote où tu te battais pour une médaille à Miami. Ouais, en janvier 2016, en ce janvier-là, j'étais 5e à la Coupe du Monde à Miami et je naviguais avec un bateau qu'un ami m'a prêté. Donc c'était son 2e bateau. Et ce bateau-là, il n'était pas un bateau fait pour la compétition, il était un bateau fait pour les hôtels. Donc déjà, il y avait 140 participants et j'étais parmi les 5 premiers au monde. C'était une Coupe du Monde. Et c'était une Coupe du Monde qui était une étape très très importante dans le circuit international. Bon, le dernier jour, on a eu du vent. Et ce bateau-là, il ne marchait pas dans le vent. Quand il y avait beaucoup de vent. Donc j'ai tout perdu le dernier jour par faute de moyens. Voilà. Parce que il faut des moyens pour pouvoir emmener son bateau. Oui, ou louer un bateau là-bas. Donc, comme je vous ai parlé de la stratégie, ce monsieur-là, mon ami, il est américain, il est venu en Tunisie, il a passé 2 mois en Tunisie, il a adoré, il veut toujours revenir en Tunisie. Et quand je suis parti chez lui, il m'a invité 2 mois aussi. Alors comment faire pour avoir une compétition aussi de laser international en Tunisie? Parce que là aussi, ça pourrait t'aider. Oui, mais la Tunisie a un potentiel énorme pour la voile. Franchement, le vent qu'on a, la mer qu'on a, les plages qu'on a, les gens ils rêvent de ça. Franchement, ils veulent plus partir en Europe parce que l'Europe il fait froid. Vous savez, l'eau elle est froide et tout. Quand ils viennent en Tunisie, ils me disent que tu vis au paradis. Hein. Il y a le vent. On a tout type de vent. On a le Mistral qui nous vient de l'Europe. On a le sud, Chili. On a le thermique. En été, tous les jours on trouve en été le vent thermique, donc tous les jours on peut descendre sur l'eau. C'est ce qu'on appelle le Cherche, c'est ça? Non, Cherche c'est le Mistral. Ah, c'est le Mistral, d'accord. Donc le thermique, on peut s'entraîner tous les jours, donc c'est un système extraordinaire. Et bon, on peut développer ce secteur-là, même pour le tourisme. Vous voyez, les touristes ils viennent en Tunisie pour faire de la voile aussi, pour faire du kitesurf, de la planche à voile. Et bon, pour faire des compétitions en Tunisie, je pense que déjà il faut avoir une flotte de bateaux. Nous en Tunisie, on n'a que 3 lasers 3 bateaux qui sont prêts à faire la compétition seulement. Quand tu trouves des régates à l'étranger avec 200, 300 bateaux. Déjà ça. Et tous nos bateaux, ils datent des Jeux méditerranéens de 2001. Ils n'ont pas renouvelé la flotte depuis 15 ans déjà. Il n'y a eu que 2 bateaux offerts par le ministère seulement. Non mais écoutez bien, hein, messieurs, dames, parce que c'est incroyable. Ce gars-là, Youssef Akrout, a fait 2 Jeux Olympiques avec des bateaux qui datent des Jeux méditerranéens de 2001. Oui, c'est ça. Youssef Akrout est arrivé à se qualifier aux Jeux Olympiques en allant dans des compétitions sur des bateaux qui ne sont pas les siens. Oui, c'est ça. Donné par des amis. Et en plus on lui donne le second choix, bien évidemment, parce que ses amis aussi ils sont dans la compétition et donc ils prennent leur meilleur bateau pour eux. C'est normal. C'est normal, oui. Oui, et c'est déjà bien qu'il fasse ça, quoi. Oui, c'est déjà bien. Oui. Ouais. Parce que et lorsque vous allez ce qui est bien, c'est que je me suis fait une image à l'international d'être un combattant. Ouais. Je viens souvent seul, sans coach, dans les régates internationales. Je passe 3 mois à vivre. Quand je vois les gens, ils payent des coachs à 400 €, 500 € par jour et ils évoluent. Et moi, j'ai toujours voulu apprendre en regardant. Je regarde les gens, je me dis pourquoi il est plus rapide que moi.
je regarde, je lui pique la technique et j'essaie de l'appliquer. C'est un travail de fond et c'était très difficile d'arriver à ce niveau-là. Mais la motivation, j'ai trouvé la motivation, car vous savez, avant j'avais un cabinet de kiné et je l'ai fermé pour me consacrer à 100% au jeu de Rio. Donc je me suis dit, bon, t'as fermé ton cabinet, t'as plus rien, mais t'as la rage de bien faire les Jeux de Rio et d'arriver à être parmi les meilleurs marins au monde. Ouais, d'accord. Youssouf Akhlout est arrivé à faire les Jeux de Rio, il est arrivé à faire cette traversée, mais est-ce que la rage est encore là pour aller à Tokyo, au Japon? Si je continue à Tokyo avec les mêmes moyens, franchement, vous savez, ça te bouffe de l'énergie, ça te consomme même le corps, tu vois. Cette injustice que tu vois vis-à-vis aux autres, quand tu fais 2 heures de navigation juste pour aller faire la régate, lorsque les autres ils sont tractés par des semi-rigides, dis déjà là t'arrives déjà fatigué en fait. Oui, t'arrives déjà fatigué, tu fais la régate et t'arrives parmi les premiers et tu rentres 2 heures après. Donc c'est 4 heures de route pour aller au centre de course, lorsque les autres ils font que 30 minutes aller-retour. Donc ça déjà mentalement ça te bouffe. Mais je suis quelqu'un de très patriote et quand je vois le drapeau sur la voile, je me dis bon, je dois honorer le drapeau. Oui, mais le drapeau aussi, de temps en temps, on a bien envie qu'il nous aide un peu aussi, hein, et qu'il nous donne un petit peu plus de moyens. Voilà. Oui. Ouais. Bon. Ouais. Qu'est-ce que je peux dire? C'était très difficile, franchement, d'arriver à être parmi les meilleurs au monde. Non, mais parce que sincèrement, Youssouf Akhlout, déjà la discipline dans laquelle tu évolues est très difficile. Oui, c'est la plus difficile. Elle n'est pas médiatisée, mais en plus de ça, on ne se rend pas compte. Les gens ne se rendent pas compte de tous les sacrifices qui sont faits pour pouvoir être déjà y arriver. Parce que c'est vrai, beaucoup de gens vont y aller avec le sport national. C'est le tambir en Tunisie. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ouais, Akhlout, bon, de toute façon, il est parti à Rio, il est parti faire du tourisme. Ouais. C'est ce qu'ils ont dit. Hein. Mais ils savent pas ce qu'il y a derrière. Je suis pas un joueur de foot, je suis pas un athlète sur lequel il dépense des milliards par an. Déjà avoir 40 000 dinars ou 50 000 dinars de budget par an, déjà c'est énorme. C'est énorme pour moi, pour ce que j'étais avant. Donc on a que c'est le revers c'est le revers de la médaille qui n'est pas venu en fait. Oui, c'est le résultat d'un manque de financement. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a un circuit professionnel? Parce que bon, par exemple, là, quand tu... En fait, quand tu me parles de tout ce que tu fais, tu me fais penser, tu sais, à tous ces surfeurs qui vont d'une plage à une autre, qui vivent une vie incroyable. Hein. On les voit sur les émissions spéciales et tout, et les slatters, tous ces grands. Hein. Mais justement, est-ce qu'il y a un circuit professionnel au niveau de la voile? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a des moyens aussi de gagner de l'argent en faisant ce métier? Sans attendre que le ministère se réveille un de ces jours. Oui, déjà, il y a des gens qui passent chaque mois, ils le passent dans un endroit. Parce que vous savez bien, il y a l'Atlantique qui est différent de la Méditerranée, qui est différente de la mer Noire. Donc il y a des gens qui font un circuit déjà pour s'entraîner dans toutes les mers du monde. Ils font les Caraïbes, ils font un peu partout dans le monde. Et il y a des gens qui gagnent très très bien leur vie à travers la voile. Et donc comment? il y a sur la ligne de départ, il y a des milliardaires à droite et des milliardaires à gauche grâce aux sponsors, grâce
grâce au circuit, en fait. Parce que le circuit en lui-même, il y a de l'argent pour les gagnants. C'est pas comme le tennis, mais D'accord. ça se développe petit à petit. Donc il y a des gens qui investissent vraiment. Alors, comment est-ce que tu as une stratégie pour devenir comme eux, en fait? J'ai déjà fait une stratégie parce que il y a des régates où tu ne peux y aller que si tu es dans le top 50 mondial ou dans le top 20. D'accord. J'ai déjà fait une stratégie. Vous savez, en 2012, j'étais classé 650 dans le classement mondial. Et là, je suis 43e dans le ranking mondial. Et vous savez, pour être vraiment bon dans le ranking, il faut faire de la régate, faut suivre le circuit. Et moi, je ne fais que 5 des 10 régates que les gens font. Et j'arrive à être parmi le top 50 dans le ranking mondial, ce qui est extraordinaire. Et il n'y a aucun sponsor qui un jour s'est dit, c'est qui celui-là tiens, voyons, c'est qui Youssef Raklout, c'est incroyable, il vient avec un laser d'hôtel et il arrive dans les 10 premières positions et peut-être que si on lui donne les moyens, ce gars-là, il peut faire mieux. Non, les gens ils se demandent, ils se disent waouh, ce Tunisien-là. Déjà avant, ils ne savaient même pas ce que c'était la Tunisie. Ils me disaient ah, TUN, parce que j'ai TUN sur la voile. Et là, ils me disent Youssef, ils me respectent beaucoup pour ce que je fais. Et tout le monde, quand je suis avec des copains, pour dire que. Pour m'introduire. Oui. À d'autres, ils me disent ah, ce mec-là, c'est un combattant, il s'entraîne seul, blablabla. Et il arrive à être parmi les. Oui, alors est-ce que les marques, justement, les marques internationales s'intéressent à toi ou pas? Est-ce qu'il y a une stratégie là-dedans? Ce qui est dommage, c'est que non, ils ne s'intéressent pas à l'Afrique et à l'Afrique du Nord parce que le marché ne les intéresse pas. Parce que la voile, elle n'est pas développée. Oui, mais bon, ok, mais si Youssef Raklout arrive avec de nouvelles... avec des moyens supplémentaires, peut-être que tu vas arriver à gagner des compétitions, arriver au moins sur un podium et être le fait d'être sur un podium et là j'attire, oui, bien sûr. Oui. Il y a déjà eu une marque qui m'a sponsorisé pour un an. Et après, bon, vu que je suis pas très présent dans le circuit international, ils ont dit bon, ça nous intéresse pas beaucoup. Ouais. Voilà. Et je pense que si le pays il investit dans la voile, parce que la voile déjà ce n'est pas seulement un sport, c'est une culture. Et il y a beaucoup de métiers derrière, parce que si les gens si les voileux dans le monde ils savent que la Tunisie est un pôle de la voile, que les Tunisiens ils sont des vrais marins et des voileux, déjà, ils s'intéresseraient à la Tunisie. Et ceux qui ont des voiliers et des bateaux, ils viendront souvent en Tunisie pour faire de la voile, pour admirer nos belles plages. Et ça pourrait même bouger le secteur du tourisme et aussi pour des ports. Parce que vous savez, un bateau, quand il vient dans un port, il paye la place, il paye l'électricité, l'eau. Et il demande de la main-d'œuvre pour nettoyer le bateau, pour la réparation. Et c'est une industrie aussi derrière. Parce que pour la fabrication des bateaux, des voiles. Donc c'est toute une économie derrière. Donc quand je vois il y a des pays comme Oman, c'est pas le ministère des Sports qui sponsorise, c'est le ministère de la Culture qui sponsorise. Le ministère de la Culture. Oui. Parce que ça rentre dans l'identité même du pays. Et c'est nous aussi, hein, parce que les gens ils savent pas, mais la Tunisie, elle dominait la Méditerranée en voile et sur l'eau. Et faut leur expliquer. Faut rappeler faut rappeler un petit peu d'histoire. Hein. Comme tu as dit tout à l'heure déjà, les frères Barbe-Rouge. Barberousse. Et puis, faut pas oublier, pendant des années et des années, c'est-à-dire les marins tunisiens, justement, étaient des grands pirates. Oui. Voilà. Youssef Raklout, merci beaucoup. Merci à toi, Kalim.
suis vraiment très désolé pour toi. Très content, mais vraiment très désolé. C'est pas grave. C'est pas grave. Très On désolé. fait de notre mieux pour ce pays et pour le voir parmi Voilà. les nations. Voilà. Il y a des fois comme ça, hein, je reçois un invité et j'en ressors malade. Lélé, Là, un petit peu, là aussi, j'ai une certaine amertume parce que je me dis, avec un peu plus de moyens, hein, avec ce qu'on donne à un Oui. footballeur d'une équipe qui est classée 12e dans le Ouais. championnat de Division 2, tu as de quoi... Même les médias, ils s'intéressent même pas. Une fois, j'ai été invité dans une radio. Le monsieur, il parlait de la Division 2 pendant 1 heure et il m'a donné 2 minutes pour parler d'un record mondial. Et puis, il m'a dit ah, tu sais, t'as de la chance quand t'as invité chez nous. Voilà, oui, bah écoute. Donc, ce pays-là, il s'intéresse pas, je sais pas. Bah, il y a une stratégie qui doit être mise en place par la Fédération de la voile, ça c'est clair, pour Ouais. médiatiser, pour donner des informations, Ouais. pour aider, et voilà, aussi. Ouais. Franchement, comme je t'ai dit, il y a de l'argent derrière la voile, derrière tout ce qui est marin en Tunisie. Franchement, parce que on a des plages à perte de vue, on a un endroit qui est extraordinaire, qui est l'endroit le plus au nord de l'Afrique, le passage des cargos, des voiliers, pourquoi, on a vraiment un potentiel énorme. Pourquoi ne pas l'utiliser? C'est une question qui se pose. Peut-être une suggestion, Esfaklout, c'est utiliser ton métier de kiné aussi pour gagner de l'argent et puis devenir kiné sur les compétitions où tu participes. Oui, Tu l'as déjà fait ça? Non, j'ai pas fait ça, mais ouais, c'est une idée. C'est une idée. Merci beaucoup Youssouf Aklout, Merci à c'était toi. un plaisir. Merci. Et puis c'était très enrichissant de savoir tout ça et puis de connaître véritablement les vrais problèmes en fait. Voilà, Oui. voilà les vrais Exact. problèmes et le pourquoi et le comment. Et puis pour pouvoir apprécier à sa juste valeur les performances. Hein. On ne va pas à Rio et à Londres comme ça. Oui, bien sûr. Il faut être parmi les 40 meilleurs voileux marins du monde pour pouvoir participer à des Jeux Olympiques. Oui, parmi les 40 Et meilleurs. les gens, ils savent pas qu'il y a du vrai travail derrière. Et Mais surtout, y aller avec des voiliers d'hôtel en fait, et non pas avec des voiliers de compétition. Bravo. Oui, merci. Bravo. Merci, Kenny. Merci. Merci beaucoup Youssouf Aklout, Merci pour bonne chance, l'invitation. bonne chance. Hein. Et puis, un autre record en vue, non ça te donne des envies, ça, non? Oui, j'espère. On voudrait bien créer un comité pour comme le Guinness, mais pour la traversée de la Méditerranée en dériveur de voile. Pourquoi pas? Tunis-Marseille, c'est trop loin en fait, non? Non, ce serait C'est une mission impossible. Hein. Du suicide. Non, du suicide carrément. Carrément. C'est trop dangereux et c'est trop loin. Et le golfe du Lion en plus, c'est trop de vagues. Avec les cachalots en plus, les baleines qui existent là-bas. C'est un tout petit bateau. Là. Donc c'est très dangereux, ça serait très dangereux. Voilà, il y a eu, t'as été accompagné par les dauphins au moins ou... Non. Il n'y a eu des tortues. Des tortues. J'étais très content de voir autant de tortues. Ça fait plaisir. Oui, ouais. ça revient, je pense. Ouais. Et il y a eu quelques rencontres avec des poissons volants. Ouais. C'est super. Pas de haraka en tout cas. Pas de haraka non plus. D'accord. Ouais. Merci beaucoup Youssouf Aklout et puis bonne continuation. Merci. Et donne-nous tes nouvelles. Merci. Kenny. Vous écoutez RTCI, c'est autour de midi. Je vous rappelle qu'à 13h, vous avez rendez-vous avec les titres du journal.